Mamadou Issa Baldé n'est pas né aveugle. La vue, il l'a perdue en 1999 alors qu'il avait 10 ans et faisait la 3e année. Malgré les efforts de sa maman, il n'a pas pu retrouver l'usage de ses yeux. Ma maman m'a amené un peu partout à travers la capitale, dans les hôpitaux, des cliniques ophtalmologiques. Et puis, bon, ça n'a pas réussi réellement. Et puis, finalement, pendant 2 ans, on était là en train de courir après les médecins et tout ce qui tourne autour. Paf, lorsque ma maman a compris par là que ça ne peut plus y aller, elle nous a amenés à l'école parce que d'ailleurs je ne suis pas le seul, j'ai mon jeune frère aussi qui est non-voyant. Et elle nous a amenés à l'école, je me rappelle bien, ça c'était en 2002, elle nous amenait et puis elle partait pour nous chercher encore à l'école. Issa n'est pas le seul à avoir perdu la vue dans sa famille. Son jeune frère aussi souffre du même handicap. La perte de sa vue ne l'a pas empêché de poursuivre ses études. Il est de la première promotion du centre Sogué de Taouya. Depuis 2010, il est animateur d'une émission dénommée Guinée Solidarité qui parle des réussites de personnes victimes de handicap physique. Je ne fais pas ça pour avoir de l'argent, je fais ça parce que je suis animé de bonne foi et donner la parole aux personnes porteuses d'handicap, d'ailleurs qui sont très mal vues par la société guinéenne, par les gouvernants, par les gouvernés, par d'ailleurs tout le monde. Si vous voyez aujourd'hui que c'est les handicapés qui font la mendicité, la majeure partie des mendiants, ce sont les handicapés, c'est parce que d'une part, nous sommes ségrégés, nous sommes abandonnés à notre sort, à notre propre sort, c'est ça en fait. Maintenant, moi, j'essaie de créer cette émission pour donner la parole aux personnes porteuses d'handicap. Chaque vendredi, 15h30, 16h30, la radio est prise en otage par nous, les handicapés. Parallèlement à l'animation, Mamadou Issa poursuit toujours ses études. Cette année, il évolue en licence de journalisme dans une université privée de Conakry. Un non-voyant qui étudie de la première année primaire jusqu'en 2e année université, ce n'est plus un secret, ce n'est pas une magie, mais c'est juste animé de bonne foi, animé d'un objectif, animé de plusieurs choses, quoi. Parce que moi, je ne veux pas être un fardeau. Broda King, de son surnom, invite les handicapés à se surpasser et à prendre leur destin en main. Partout là où je suis, je veux faire savoir aux gens que je suis non-voyant. D'ailleurs, cela est devenu une fierté chez moi, quoi. Je vous ai dit que c'est un atout chez moi, pas un obstacle. Est-ce que vous comprenez? Il faut être fier de soi-même. Avant tout d'abord, moi, c'est ça mon nom. Ma philosophie et mon objectif. Je suis fier de moi. Je ne veux pas perdre l'espoir et je ne perdrai jamais l'espoir. D'ailleurs, c'est maintenant que l'espoir est permis. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, Idrissa Bari. Idrissa, bonsoir. Bonsoir Moussa, bonsoir Bassekou et bonsoir à mes nombreuses téléspectatrices. Alors, merci déjà pour ce brillant reportage. C'est quoi la particularité de ce journaliste Mamadou Issa En fait, Baldé? Mamadou Issa, pour lui, il a 5 organes de sens. Si Dieu lui retire un de ses organes, ça ne veut pas dire qu'il va continuer à se lamenter là-dessus. Donc, il profite des 4 autres organes pour continuer à faire sa vie. Donc, du coup, c'est ce qui a donc donné de la motivation à se surpasser. Parce que imaginez, depuis à l'âge de 10 ans, il a contracté cet handicap et avec son jeune frère, c'est même noté dans le reportage. Mais depuis, il a suivi les cours comme tout autre enfant. C'est une maladie qu'il a contractée? En fait, justement, c'est une maladie qu'il a contractée. Sa maman a tout fait dans les différents centres et même dans la pharmacopée, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Finalement, il est resté aveugle. Et donc, du coup, il continue aujourd'hui sa vie. Aujourd'hui, il est animateur d'une émission qui parle bien sûr des handicapés, qui fait la promotion des personnes vivant avec un handicap physique ou visuel. Et donc, aujourd'hui, c'est ça son combat. Et que ces handicapés se surpassent et qu'ils ne restent pas à se lamenter sur leur sort. Idrissa, comment son entourage vit avec lui? Est-ce qu'il arrive à vivre de son travail, du métier de journaliste, d'animateur dans une radio de la place? En fait, évidemment, il a commencé le journalisme par amateurisme et par passion. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, il est en 2e année journalisme dans une université de la place. Et donc, de l'amateurisme, il veut être aujourd'hui professionnel. Et donc, il ne lui reste qu'une seule année pour finir ses cours et devenir professionnel. Donc, du coup, et son entourage au niveau du
poste de boulot et il l'accueille bien, il s'intègre parfaitement bien dans son entourage et aujourd'hui ça va de mieux pour lui. Parce que lui-même il me l'a dit et que souvent quand il va à la rencontre de certaines personnalités, on essaye un peu de le discriminer, mais vu qu'il prend soin de son mode vestimentaire, donc du coup il ne se culpabilise pas. Il s'occupe bien de lui malgré qu'il ne voit pas très bien, mais donc voilà, tout va bien pour le mieux pour lui. Merci beaucoup Idriss Abari, merci pour ces explications. Merci. Et mon téléspectateur, l'émission se poursuit et nous partons à la découverte d'un couple. Un couple pas comme les autres, Amadou et Mariam, ça vous parle certainement. Ce couple est l'illustration parfaite de ce que c'est que le courage quand on est personne atteinte d'handicap. Parce que Amadou et Mariam ne sont plus à présenter. Ce couple a écumé toutes les grandes scènes dans ce monde. Et imaginez, Amadou a eu son handicap, cette cécité, quand il avait 16 ans. Sa compagne, Mariam, a eu donc son handicap quand elle n'avait que 5 ans. Mais malgré tout, aujourd'hui, ce groupe a joué avec toutes les grandes stars qu'on peut rêver avoir auprès de soi dans le monde. Et je vous propose de suivre un extrait de leur clip dénommé Bofou Safou. Nous venons donc de suivre ce couple assez excellent. Donc, il s'agissait donc de Amadou et Mariam dans le titre Bofou Safou. Bassekou, l'émission se poursuit. Nous partons avec un autre reportage. Oui, un autre reportage et à la découverte aussi d'un journaliste. Je reprends ses propos. Je refuse la dépendance excessive. Je vivrai de mon travail jusqu'à ma mort. Ces phrases sont celles de Nafiou Diallo, journaliste non-voyant. Et il a été frappé par le glycome en 2008, tenez-vous bien.
Mais il ne fallait pas plus que pour ce journaliste arrête son métier. Autant dire qu'on peut être non-voyant, mais exceller dans beaucoup de domaines. Et c'est notre ami Mamadou Saliou Ba qui signe ce reportage. Ensuite, donc, ce reportage, on revient en plateau pour la poursuite. C'est son train quotidien. Nafiou Diallo est non-voyant, mais dans sa maison, il se déplace sans guide. Ses yeux, bien couverts, ne voient plus rien, mais sa mémoire est là, bien fraîche, et c'est un grand avantage pour ce journaliste de profession qui a du mal à se défaire de sa passion. Il continue de l'exercer avec une méthode bien particulière. Parfois, je dicte, on écrit, on corrige, il y a quelqu'un qui corrige. On lit, je dis non, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, écrivez comme ci, écrivez comme ça. C'est également lui qui commande la une, propose la disposition des éléments dans le journal et formule les phrases à ses reporters. Avant, il était un journaliste complet, jouissant de tous ses sens. Il écrivait lui-même ses articles et ne se servait de personne pour vérifier si ce qu'il a dit avait été bien suivi. Aujourd'hui, s'il ouvre le journal, ce n'est pas pour lire ou regarder des photos de quelques hommes politiques, mais pour se souvenir du beau vieux temps, car c'est un glaucome qui l'a rendu non-voyant en juillet 2008. Depuis, il mène des démarches pour retrouver sa vue. Quelques hommes l'ont aidé à avoir un peu de sous, mais c'était insuffisant. Quand je suis allé au Mali, ils m'ont dit, mon frère, vous avez effectivement le glaucome, mais il est trop tard, on ne peut pas l'opérer à ce seuil. Mais je crois que là-bas, en France, en Tunisie, tu peux trouver une solution. C'est ce que je cherche comme moyen, jusque là où nous sommes aujourd'hui. Il n'en a pas eu de moyens. Des moyens, il en a besoin aujourd'hui. Des soutiens, il en demande, mais cela ne l'empêche pas de se battre. Nafiou Diallo n'entend pas céder à la résignation, encore moins à la mendicité. Alors il se concentre sur son journal et pense toujours à ce qu'il doit faire pour attirer plus de lecteurs, car il n'est pas prêt à quitter le métier, sa raison d'être. Pendant que j'étais actif, pendant que j'étais bien, c'est ce que je manipulais et c'est ce que je vais manipuler jusqu'à ma mort. Nafiou Diallo ne baisse pas les bras et avec les bonnes volontés, l'homme de 60 ans espère un nouveau départ. Hier, 2 journaux sous sa responsabilité. Aujourd'hui, il ne gère qu'un seul, le Focus Magazine, un journal bimensuel, de quoi garder la confiance de ses lecteurs. Le handicap ne peut être un atout, nous dit-il, mais une raison de plus de ne jamais baisser les bras. Le handicap, c'est un mal. Sinon, ça peut aussi être un atout. Parce que ça te conscientise davantage pour te dire qu'il faut que tu travailles. Nafiou Diallo est non-voyant, mais aussi un modèle pour toutes ces personnes atteintes d'handicap qui comptent vivre au plus de leur sueur. Retour, mesdames et messieurs, sur ce plateau après ce reportage de Mamadou Saliou Ba que nous venons de suivre. Mamadou Saliou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vais lire la première phrase de votre lancement. Je refuse la dépendance exclusive. Je vivrai de mon travail jusqu'à ma mort. C'est une phrase assez illustrative de celui que vous venez de rencontrer dans ce reportage. Oui, et ces mots appartiennent à un journaliste, Nafiou Diallo. C'est un exemple parmi tant d'autres qui prouvent qu'on peut être privé de la vue d'une main et exceller dans beaucoup de domaines. Nafiou Diallo, il n'est pas né avec la malvoyance. Et, la maladie l'a rattrapé en cours de chemin. Et en 2008 En 2008 oui. précisément, il a mené des démarches. Avant, il pensait que c'était la cataracte. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est très difficile maintenant pour lui de pouvoir retrouver la vue. Oui. Mais c'est bien possible, il lui faut seulement des moyens. Ah, il y a encore des chances. Il y a encore une chance. Donc il y a de l'espoir. Pour qu'il retrouve sa vue. Voilà, pour retrouver sa vue, il y a de l'espoir. Alors, mais cela n'a pas pu empêcher le doyen de pouvoir continuer ce métier. Parce qu'avant d'être frappé par le glaucome, il faisait le journalisme. Après maintenant, il continue encore. Mais comment il fait? Alors, il appelle sa fille ou encore ses reporters. Ils vont un peu sur Internet, les sites d'information. Ils glandent un peu, ils regardent, ils demandent à ses filles de voir ce qui se passe sur les sites d'information. Alors, la fille lui dit, voilà, il y a
ce titre aujourd'hui qui concerne telle personne, alors le doyen reformule à sa manière et maintenant il demande à ses reporters de faire comme il leur demande de faire. Donc il leur dicte des mots, des phrases, les reporters écrivent comme il dit et il balance sur son journal. Mais comment il fait pour vérifier tout ça? Comment il fait? Est-ce qu'il y a un suivi Pour couper après, l'information par exemple? Oui. Oui, il y a des hommes de confiance qui vérifient si ce qu'il a dit avait été bien respecté. Et bon, là aussi, la confiance, certainement, ça n'exclut pas le contrôle, mais déjà, c'est sa fille aujourd'hui qui gère le journal. Avant, il avait deux journaux. Il y avait le Focus Magazine et le Carrefour. Le Carrefour, c'est un journal hebdomadaire et le Focus Magazine, c'est un journal bimensuel. Et puisque maintenant, le journal, le Carrefour, c'est un journal qui doit paraître une fois par semaine, donc c'est un journal très contraignant. Et vu sa position, il ne pouvait plus maintenant continuer avec ce journal. Donc il a abandonné ce journal au profit du Focus Magazine. Et ça, il tient ça jusqu'à présent, il continue de faire des numéros. Merci beaucoup Mamadou Saliou Ba pour ce reportage et pour ces explications. Merci d'être passé. Merci. Mesdames et messieurs, question toute simple. Quel regard la société civile guinéenne porte-t-elle sur les personnes atteintes d'handicap? On sait bien, la société guinéenne n'est pas du tout gentille, je le dis entre guillemets, face aux personnes atteintes d'handicap. Souvent, elle est à l'origine de plusieurs formes de marginalisation, de ségrégation envers ces personnes. Mais est-ce qu'il y a quelques-unes de ces plateformes de la société civile qui se distinguent, qu'ils font dans l'accompagnement, dans la sensibilisation, comme M. Diaby l'a dit tantôt sur ce plateau, pour que les personnes atteintes d'handicap ne soient pas marginalisées, qu'elles soient acceptées comme étant des bras valides qui peuvent apporter quelque chose donc à l'édification d'une société guinéenne prospère et développée? Ben, nous allons en parler dans un court instant avec Moussa Yeroba, activiste de la société civile, juste après le groupe Wantanara. Téléspectateur, Moussa Yeroba est parmi nous. Bonsoir, Madame So. Bonsoir, Moussa Moïse. Merci donc d'être parmi nous. Basekou, nous sommes en face de Moussa Yeroba. Cette fois-ci, nous la recevons comme activiste de la société civile à la tête d'une ONG. Basekou. Et bien sûr, vous faites bien de préciser. Nous la recevons ici sous la casquette de militante de la société civile. Et vous êtes activiste des droits de l'homme aussi, il faut le préciser pour les millions de téléspectateurs d'Espace TV qui suivent cette émission. Et quel regard portez-vous sur la situation des personnes handicapées à l'occasion de cette journée de 3 décembre? Écoutez, c'est déjà un grand pas qu'on puisse avoir une journée qui a été instituée par le système des Nations Unies. Ça veut dire que c'est une préoccupation majeure parce que tel qu'on le dit, le handicap se trouve dans la personne qui regarde. C'est ça, et quand vous avez côtoyé ces personnes aujourd'hui qui sont très actives en Guinée, parce que vous avez dû le constater, et les gens ont décidé de sortir de cette idée que les gens ont des personnes handicapées qui vivent dans la mendicité. Beaucoup ont décidé d'agir, et déjà quand vous voyez le dernier recensement général de la population où on parle de 55 885 handicapés, imaginez ça, c'est des chiffres qui sont officiels. C'est une population qui croit. C'est une population qui croit. Et voyez pourquoi la population croit généralement. Quand on est dans l'oisiveté, quand on n'a pas grand-chose à faire et qu'on vit en couple, le plus souvent, vous savez, la nature est tellement prolifique. Le plus souvent, les enfants viennent, c'est des personnes qui ne sont pas très occupées. Voilà pourquoi, et je pense que le fait qu'il y ait aujourd'hui un ministère de l'action sociale, pas un ministère des affaires sociales, mais surtout un ministère de l'action sociale, ça prouve à suffisance que la situation préoccupe d'abord les autorités, mais là où le bas blesse, c'est comment on appelle cette loi. Cette loi qui protège ces personnes handicapées, qui retarde aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler, il y a une loi qui a été votée du temps du général Lansana Conté en 2008, mais malheureusement qui n'a pas été promulguée. Elle est aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale, notamment en relecture pour essayer de l'amender, pour essayer de l'adapter au contexte actuel. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ça retarde? Parce que la Guinée quand même a ratifié cette convention sur la protection et la promotion des personnes handicapées, cette convention du système des Nations Unies. Donc il faudrait que notre pays arrête de ratifier des conventions, mais ne pas agir, parce que la loi n'a pas été promulguée en 2008. Vous connaissez tous les circonstances d'alors. Le président, il était malade, c'était pratiquement
pratiquement vers la fin pour le général Lansana Conté qui est décédé, mais surtout ce président de l'Assemblée nationale d'alors qui est décédé récemment aussi, qui ont quand même réussi à voter la loi. Elle a été votée, elle était sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, l'Assemblée actuelle devrait se pencher là-dessus pour qu'on puisse en sortir et qu'on puisse mettre en application cette loi pour l'adapter à la réalité et prendre en compte ces personnes aujourd'hui qui ont réussi quand même à sortir. Vous voyez des ateliers partout, vous passez des ateliers de couture. Voyez le centre Sogué aujourd'hui. Vous avez vu des enseignants qui sont là. Quand vous venez, vous les voyez, c'est juste extraordinaire. Avec l'alphabet braille. Moi, je suis partie dans une des salles de classe une fois. L'année dernière, on a fait un don d'équipement. Mais quand vous rentrez dans la classe, en tant que journaliste, dès que j'ai dit bonjour, c'est des enfants qui m'ont dit, madame, s'il vous plaît, c'est pas vous qui faites l'émission Les Grandes Gueules. Tout de suite par la voix. Tout de suite par la voix, ils ont un sens qui est développé. Ce que Dieu a enlevé au niveau des yeux, il le remet au niveau de l'intelligence. C'est des gens qui ont besoin d'être juste encadrés. Sinon, Franklin Roosevelt, le 32e président des États-Unis, n'aurait jamais pu être président. C'était un homme qui était handicapé de par les pieds. Mais en coulisses, il marchait, il se déplaçait sur un fauteuil roulant, mais il faisait l'effort de se tenir avec l'appui des uns et des autres. Et avec ça, c'était le seul président à être élu 4 fois aux États-Unis. Le seul pendant 4 mandats, et ça s'est arrêté après lui parce que 2 ans après Franklin Roosevelt, comme on appelle, le Congrès américain a voté la limitation du nombre de mandats à 2. Voyez le champion paralympique sud-africain qui est handicapé à partir de 11 mois de sa vie, il a été amputé de ses pieds, mais il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires. Pour vous dire que ces personnes peuvent faire des choses extraordinaires, il suffit juste de les appuyer. Il suffit juste de leur apporter le soutien nécessaire. Très bien, il y a aussi le fait que le 3 décembre doit être mis à profit, comme on en parlait tantôt avec le directeur national de l'action sociale, pour faire de la sensibilisation auprès des populations afin qu'elles comprennent que ces personnes ne sont pas marginalisées et aussi que des moyens préventifs soient pris par des familles pour éviter que la population handicapée croît. Parce que sinon, on finirait par croire qu'être handicapé en Afrique, c'est fait partie d'une population dite invalide. Mais qu'est-ce qui va être fait? Vous, par exemple, votre plateforme, vous, au sein de la société civile, est-ce que vous pensez à sensibiliser dans les foyers, quand il y a vaccination contre la polio, que les enfants puissent, que les enfants puissent être vaccinés et autres, pour éviter que cette population ne puisse croître? Justement, je pense que vous avez touché la plaie. La sensibilisation, elle est très importante. Parce que vous l'avez souvent remarqué en Afrique, quand un enfant devient paralytique, on a l'impression, on le rattache au diable. Des superstitions. On se dit que oui, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est un diable, c'est ceci, c'est cela. Il y a même des gens qui vont jusqu'à ôter la vie à ses enfants. J'ai une amie qui a eu un enfant handicapé, un bébé. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Amène l'enfant, on va lui donner un produit. Si c'est un diable, il va partir. Si c'est un être humain, il va rester avec nous. Et on lui a donné un produit. Qui sait par la suite, quelque temps après, le bébé est décédé. Qui sait si c'est ce produit qui a tué l'enfant? Il faut qu'on sorte de ces superstitions, de ces considérations d'un autre âge pour qu'on comprenne que c'est des maladies qui peuvent se soigner, par exemple. Tel que Moussa Moïse l'a dit, la sensibilisation, c'est la chose la mieux à faire ici en Afrique en ce moment. Organiser des campagnes de sensibilisation, leur dire que le handicap n'est pas une fatalité, qu'on peut être une personne handicapée. Par exemple, vous avez des enseignants qui sont passés sur ce plateau. Pourtant, ils ne voient pas. Mais ils ne se sont pas résignés à rester à la maison, à prendre leur bâton, à aller commander. Ils ont décidé de gagner leur vie à la sueur de leur propre front, en agissant, en travaillant, en gagnant leur vie à la sueur de leur front, en cravachant dur. Il faut faire de la sensibilisation, faire comprendre aux gens, même si tu n'as pas les pieds valides. Il y a des structures aujourd'hui qui existent. Vous avez Guinée Solidarité, cette société qui apporte par exemple un appui à des handicapés du côté de Mamou. Du côté de Mamou, à Kindia également, il y a un centre où quand vous trouvez les gens dans leur atelier en train de travailler avec une telle convivialité, avec de la joie, on oublie, comme on appelle, son infirmité. C'est là qu'on comprend réellement que ce handicap-là se trouve dans la personne qui regarde. Parce que si toi, consciencieusement, malgré ça, tu te dis que oui, je peux me battre comme un tel ou un tel autre, nous avons des confrères journalistes qui ne voient pas, mais qui vont à la recherche de l'information, qui se battent, qui font du mieux qu'ils peuvent pour exister comme ces personnes normales qui n'ont pas de handicap. Merci Moussa Yeroba d'être passé. C'est pas facile de l'arracher la parole. C'est vrai, c'est vrai. Merci donc pour ces explications Moussa Yeroba. Je vais vous inviter à suivre le live avec Wantanara.
Itanama yo sobe mare sobe fole mayo yandi nama yo sobe ma sobe fole mayo amayo fu amayo de sobe fole mayo amayo fu amayo de sobe fole mayo etanu minia sabu fanyi fende ikina fala mambe antana litampe ndamanu mini balwe fende genu wafala antana litampe kono semu soto dogode fuega mini danyarade isako sokasa ido kulang dunia lugine alo makiti sare no soto no wande sare musoma Fala magoma, temo piri, tamo ni tampe, boyo, atana ni tampe. Le ronde coule coré, le ronde coule bori, imate ki kolong, imana guru ki koloma. Le ronde coule coré, le ronde coule bori, imate ki kolong, imana guru ki koloma. C'est venu tout mon tandima, on fira minine. Amamu sotomaro de kere inegi safala wima ngamo amusese famaima itoliba wengwira namwe malima feu mutanda ndema espace FM ine hurumato ifato mato Katarina Ekusuka sange karaba hey emudu litampe uye antana litampe uye emudu litampe uye uye emudu litampe inegisa fala wima Espace FM. Amuse se famaima. Itoliba wengwira. Namu malima feu. Mutanandema. Espace FM. Ine hurumato. Ifeto imato. Ekatarine Ekoso kasa. Ekarabakaraba. Hey. Emuru litampe. Ikirasi ina hurumato ifato mato dikadarnera akoso kasa karaba Merci bien, c'était avec le groupe Ontanara Ontan Live. Aboubakar Souma, vous verrez qu'entre les salles de classe et le terrain de football, Aboubakar Souma réussit des choses extraordinaires. Nous le découvrons dans ce reportage de Mohamed Souma. Ce matin, comme tous les autres jours ouvrables, le même circuit parsemé de secousses pour rejoindre ses élèves. Un sport au quotidien. Licencié en droit en 2012 après plusieurs échecs d'embauche à cause de son handicap, aujourd'hui il sympathise avec les plus petits. Mais si je filme là, un autre pâté à une. Qu'est-ce que tu veux mettre ici? Merci. Pâté à une. Pourtant, le regard des gens est encore le même en dehors de ces murs. Quand je ne suis pas à l'école, les gens me méprisent totalement. Ils m'ignorent. Là, ça c'est clair. Parce que des fois, même si je demandais quelque chose à des personnes qui sont valides,
n'avaient pas à me considérer. Parce qu'une fois là, je suis parti à Kipé faire mon dépôt là-bas. Le DG qui était là-bas, vraiment, la personne m'avait dit carrément qu'il avait besoin des personnes valides. Donc depuis lors, maintenant, je me suis lancé dans l'enseignement. C'est un peu ça. C'est ce qui m'a motivé de plus. Le fait que le DG m'a parlé de ça, je me suis posé la question, comment moi je peux travailler dans la fonction publique. Moralement, ça m'affaiblit. Hein. Moralement. Honnêtement, la société ne nous considère pas. Impressionnant, son efficacité lui a valu le poste de directeur du cycle primaire, selon ce collègue. C'est quelqu'un qui est captif, il travaille, il assume ce qu'on lui demande. Il assiste toujours les enfants, des fois, qui sont en situation difficile. Cet handicap ne l'a pas éloigné de sa passion, le football. Ça, c'est la première tête, ça. La deuxième ici, la troisième, la quatrième, la cinquième. Là, maintenant, le peuple a connu ce ballon. Arrivé au niveau des antennes, vous laissez le ballon. Vous courez. 11 années comme entraîneur, une famille se crée autour de lui. Pour nous, le coach d'abord pour nous, c'est comme un père d'abord en première position. Parce qu'il nous considère comme ses enfants, ses propres enfants. Son état ne gâche rien envers nous. Tout ce qu'il nous dit, on le fera. Ses désirs sont des autres. Ça se passe très très bien, comme vous le constatez. Je m'entraîne régulièrement, 2 fois dans la, comment on appelle, 6 jours sur 7, je m'entraîne. J'ai 2 heures ici. Chaque jour, je m'entraîne 2 heures. Quand je filme les entraînements seulement, je dis, bon, toi, telle personne, c'est toi qui vas me pousser aujourd'hui, jusqu'à mon domicile. Quelle que soit la distance. Mes joueurs, ils m'aiment parfaitement. C'est eux qui lavent mes habits, ma maison, ils font tout pour moi. Aboubacar Souma s'est forgé et a pris sa place dans une société où il est discriminé. Aujourd'hui, il n'a rien, ou presque, à demander à son entourage. J'ai du mal à monter dans ce vélo-là. J'ai très mal à monter dans ce vélo. Donc je supplie toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide pour que j'ai une motocyclette ou bien un petit véhicule. Mohamed Souma sur ce plateau de tous handicapés. Mohamed Souma, nous venons de suivre ce reportage. Bonsoir. Bonsoir, M. Moïse. Alors, vous êtes allé à la découverte d'Aboubacar Souma. On l'a vu, il fait des choses extraordinaires. Mais comment vous avez réussi à le dénicher? Aboubacar Souma, d'abord, il faut le présenter à ses nombreux téléspectateurs. C'est un infirme des pieds. Il est enseignant et en même temps entraîneur d'une équipe amateur. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un monsieur qui réussit à concilier le sport et l'enseignement tout en trouvant un juste milieu entre les plaidoyers et l'injonction qu'il fait souvent à ses proches pour pouvoir se mouvoir. Parce qu'il est infirme des 2 pieds, donc ça réduit sa capacité à se mouvoir. Donc, chez lui, son handicap est considéré de façon plutôt juste. C'est-à-dire qu'il ne considère pas cet état de fait comme étant un sort à subir dans la nature, mais plutôt quelque chose qui le motive à réaliser des choses vraiment de grande dimension. Nous l'avons donc suivi dans ses mouvements de chez lui jusqu'à la classe. C'est vrai qu'il développe une certaine sympathie avec ses élèves, mais aussi avec les joueurs qu'il est en train de former. Et nous avons été stupéfaits d'apprendre que bon nombre de joueurs qui ont évolué dans la Ligue guinéenne même de football avec le Afia Football Club, le tricampéo guinéen, ont joué dans son équipe amateur. Wow. Nous l'avons suivi et c'est tout simplement. Mais comment il fait? Infirme, mais il arrive à donner des ordres. Comment il arrive à se surpasser, à avoir ce leadership? C'est justement la magie qui sommeille en l'homme. On l'écoute, vous avez remarqué qu'on l'écoute quand il parle? On l'écoute quand il parle. C'est un monsieur qui a du respect pour les gens et donc en contrepartie, il gagne aussi le respect de ses proches. Il arrive à donner ses ordres, c'est ce que je venais de dire, sans pourtant dépasser la limite du plaidoyer et la limite des ordres également. C'est qu'avec ses joueurs et ses élèves, il arrive à développer une certaine amitié, il se sent en famille avec ces gens-là. Donc il se crée une famille autour de lui pour pouvoir donc lever, comme je le disais, son incapacité à se mouvoir, la limite justement de ses mouvements qui est son handicap. Et cela, il le reçut de très forte manière. La seule chose qu'il demande tout simplement aux gens,
c'est qu'on lui vienne en aide afin de faciliter ses déplacements en ayant par exemple un fauteuil roulant moderne. C'est cool. Oui, et vous dites qu'il est entraîneur d'une équipe amateur. Je suis curieux de savoir comment il fait pour coordonner les opérations d'entraînement, par exemple. Je suis curieux de le savoir, M. Souma. Très intelligent, il télécharge des séances d'entraînement sur Internet, qui est un outil très puissant pour les personnes même handicapées. Et grâce à ces vidéos téléchargées, il arrive à donner des séances d'entraînement à ses joueurs. Mais ce que nous avons aussi remarqué chez lui, c'est sa capacité d'être attentif à ce qu'on lui dit. Il retient très vite, il est très captif et justement avec cela, il arrive à être un modèle de réussite pour ces personnes infirmes. Et lui-même, il s'inspire d'autres personnes. Aujourd'hui, les handicapés pensent que quand on est infirme, on a une limite. On est condamné. On est condamné. Oui. Alors, ce n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui réussissent à faire des choses extraordinaires, même en étant infirme. Il y a le cas de Stephen Williams Hawking, par exemple, qui est un grand mathématicien dans l'université de Cambridge, qui fait justement des recherches par rapport aux trous noirs, à la radiation des trous noirs, d'où d'ailleurs la théorie a porté son nom, les radiations de Hawking. Il y a également Julien Eguélé du côté du lycée Blaise Pascal de Paris, qui sont de très bons mathématiciens. Et ils arrivent à s'en sortir, tout comme Oxa Pictorius, qui est infirme, comme le disait Mme Yoro, depuis 11 mois de sa vie, mais il arrive à être champion mondial. Merci Mohamed Souma pour ces explications et pour ce brillant reportage. Merci d'être passé. De rien, le plaisir était pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission spéciale Tous handicapés. Nous avons été très heureux, Bassiko et moi, de vous la présenter. Et toutes ces personnes qui nous ont suivis, quelle que soit la forme d'handicap que vous avez, quelle que soit la condition de vie que vous traversez, nous vous avons présenté ces modèles à travers ces reportages pour que vous puissiez prendre conscience que vous détenez votre destin à main. Vous pouvez décider de ce que vous voulez être. Être handicapé en soi, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une sentence qui a été prononcée, une sentence divine. Le choix vous appartient, c'est à vous de décider. Et bien cette émission, c'était pour vous galvaniser, pour vous donner de l'espoir et pour vous dire que votre destin vous appartient et qu'il faut accepter de se lever, de se bouger. Mais aussi, c'était aussi une sorte de plaidoirie à l'endroit des pouvoirs publics, à l'endroit du gouvernement. Nous avons suivi le directeur national de l'action publique. Le budget alloué à l'action sociale est peu face aux immenses besoins qui sont exprimés sur le terrain, aux attentes qui sont exprimées. Il faut que le gouvernement pense à cette couche vulnérable parce que ce n'est pas une couche invalide. Les personnes atteintes d'handicap peuvent faire quelque chose pour la société, pour l'émancipation de notre pays, Bassiko. Il faut que le gouvernement, l'Assemblée nationale se penche rapidement sur cette relecture de cette loi qui milite en faveur de l'émancipation des personnes handicapées. C'est une étape essentielle pour la promotion des droits de ces personnes handicapées, mais une invite également est faite au gouvernement pour essayer de revoir le budget qui est alloué à ce service qui est chargé de la promotion et de la protection des droits de ces personnes handicapées. Il faut encourager les associations de droits de l'homme, des activistes de la société civile comme Moussa Yoro, comme d'autres personnes à travers la Guinée, à travers le monde, qui militent pour l'émancipation de ces personnes et qui sont des personnes handicapées. Aujourd'hui, vous avez vu à travers nos différents reportages qu'on a présentés dans cette émission, à l'occasion de la journée du 3 mai, des personnes handicapées qui se surpassent, qui ne se culpabilisent pas, aujourd'hui qui vivent de leurs revenus, qui vivent leur travail, qui vivent de leur art. C'est ce que nous attendons des personnes handicapées aujourd'hui qui ont la possibilité, en tout cas, d'obtenir quelque chose de la vie. Merci donc aux partenaires, l'hôtel Palm Camaïn pour ce cadre. Merci aux réalisateurs de cette émission, à l'équipe technique, à tous ceux qui ont participé donc à ce que cette émission puisse voir le jour. Je vous dis à la prochaine pour un autre rendez-vous sur Espace TV. D'ici là, passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Mutanandema Espace FM Ine Horomato Efeto Emato Ekatarine Ekoso Kasa Ekarabakaraba Hey Emuru Litampe Oh yeah Emuru Litampe Oh yeah Emuru Litampe Hatanadema Ikirasi
ina hurumato ifato mato kikadarnera akoso kasa karava karava merci bien, c'était avec le groupe Ontanara Ontan Live.